Aujourd'hui, votre discours dépasse nos frontières. Les activistes africains vous suivent et en ont fait le leur. Vous disiez être un Africain du Sénégal. Quelle est votre vision du panafricanisme et votre perception des relations interafricaines? Moi, je suis un panafricain. Je ne crois pas à nos États frêles, découpés comme ils l'ont été par la puissance coloniale, pour que nous demeurions faibles. Je n'y crois pas. Ça dépend de ce qu'on veut. Si c'est le développement seulement qu'on veut, chaque État, s'il est bien géré, bien gouverné, ce qui n'est pas le cas, peut se développer. La Suède, la Suisse, etc., c'est de petits pays, en termes de population et même de territoire, mais la Norvège, le Danemark, Hollande, c'est les pays qui ont l'indice de développement humain le plus élevé du monde. On y vit mieux qu'aux États-Unis. Mais ce n'est pas des puissances. Ils ne siègent pas au Conseil de sécurité. Ils ne peuvent pas intervenir militairement quelque part, etc. Ce n'est pas des puissances. Donc si c'est le développement qu'on veut, on peut l'avoir. Même ici au Sénégal, en gérant très bien notre pays, nos ressources naturelles, nos ressources budgétaires et financières, en respectant le minimum de règles démocratiques, de transparence également dans la gestion, en ayant une vision et un programme solide, on peut se développer rapidement. Mais on ne sera pas une puissance. Et moi, je veux qu'on ait des puissances africaines, en attendant d'aller vers une confédération africaine. Mais pour le faire, il faut quoi? Si vous voyez sur ma photo de profil, au niveau de WhatsApp, vous voyez les 6 zones qu'on a découpées. Nord, Ouest, Est, Sud et Centre. Plus maintenant quelque chose qui peut représenter la diaspora. Il nous faut cela. Si vous avez la zone CEDEAO, c'est 6 700 000 km². La Chine fait 9 millions de km². Les États-Unis font un peu plus de 8 millions de km². Parce que pour être une puissance, il faut avoir un territoire. La Russie est le plus grand avec plus de 11 millions de km². Pour être une puissance, il faut d'abord avoir un territoire. Ce n'est pas avec 196 km² qu'on va être une puissance. Ce n'est pas possible. Il faut avoir un territoire. Il faut avoir une démographie. Une démographie, donc une population importante, pour pouvoir avoir un marché intérieur avant d'aller à la conquête du monde. Si vous prenez la zone CEDEAO, c'est 6 millions et quelques de km². C'est presque 400 millions d'habitants, avec le Nigeria qui dépasse 200 millions, ainsi de suite. Donc c'est un marché, c'est un territoire, et c'est des ressources naturelles à n'en plus finir. Vous réglez la problématique de la gouvernance, vous avez une puissance en gestation. Mais aucun de nos pays pris isolément ne peut l'être. Le Nigeria, c'est 200 millions d'habitants, mais sur un territoire de plus de 300 000 km², à peu près la même chose que la France. Si l'Union européenne a compris que, face aux géants américains, chinois, russes, etc., qu'ils étaient condamnés à se rapprocher, pour se retrouver ensemble 10 millions de km² avec des pays développés, malgré tout, ils sont en perte de puissance en termes de force de frappe économique et militaire dans le monde, technologique même. Tout ce que je dis là, c'est le livre que je suis en train d'écrire, que j'avais promis aux Sénégalais, qui a été interrompu plusieurs fois par tout ce qui s'est passé, mais qui sera bientôt présenté, s'il plaît à Dieu, aux Sénégalais. Moi, je crois à cela, et c'est pourquoi je suis un panafricain. Jusqu'à l'os. Je suis un panafricain et j'y crois. Ça ne veut pas dire que je suis un utopiste, je sais qu'il y a des difficultés. Il y a des obstacles. Nous les avons identifiés, j'en parle également dans le livre. Et je dis, si on veut régler cette question, il faut qu'on aille le plus loin possible. Prenons le cas du Sénégal. Quand on interroge le Sénégal, on se dit, est-ce que notre histoire a commencé avec Lat Dior, Cheikh Ahmadou Bamba, Aladji Malick, Mamadou Lamine Dramé, Maba Diakhou, Aline Sitoé, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y avait avant? L'histoire, on peut la commencer depuis l'Antiquité. On peut laisser la préhistoire, la proto-histoire, et ainsi de suite. On commence depuis l'Antiquité. C'était quoi le Sénégal antique? C'était quoi le Sénégal médiéval? C'était quoi le Moyen-Âge? On était quoi? Jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à l'époque contemporaine. Mais si on veut retracer une histoire, on ne peut pas la retracer en prenant nos pays individuellement, parce qu'ils n'ont pas d'histoire très ancienne. C'est le colon qui nous a imposé ces territoires. Si vous voulez aller jusqu'à l'Antiquité, vous êtes obligé de remonter à l'Égypte antique.
et donc aux excellents travaux de Cheikh Anta Diop. Et on nous a fait croire que Cheikh Anta Diop racontait des histoires. Pourquoi moi je croirais ce qu'un historien américain ou allemand ou français dit, et je ne croirais pas à ce que Cheikh Anta Diop dit, que l'Égypte antique était noire. Ce qui est tout à fait vrai, parce que l'Égypte nubienne a précédé la haute vallée égyptienne. Ça, l'histoire l'a démontré. Des études même américaines l'ont démontré. Donc il nous faut accepter d'aller le plus loin possible. Vous prenez un enfant chinois qui a 8 ans, il va vous dire, nous les Chinois, on va conquérir le monde. Parce que nous avons 5000 ans d'histoire. Quand nous faisions la muraille de Chine, les Européens étaient dans l'obscurité. Quand nous faisons la route de la soie, les Européens étaient largués. Ils étaient obligés de venir pour avoir certains produits chez nous. Donc on lui a appris dès sa naissance qu'il a une histoire ancienne. Mais nous, si vous voulez vous renvoyer à quoi? Mais si vous allez jusqu'en Égypte, on a 8000 ans d'histoire. C'est l'Égypte qui a modernisé le monde, qui a introduit la science, qui a introduit la technologie, qui a introduit l'architecture, ainsi de suite, ainsi de suite. Cette Égypte-là, je suis désolé, elle n'était pas arabe. Les Arabes sont venus avec la conquête de l'islam, c'est-à-dire après Jésus-Christ. L'Antiquité s'est arrêtée avant Jésus-Christ. Il nous faut aujourd'hui aller le plus loin. Ensuite, venir au Moyen-Âge. C'était quoi le Moyen-Âge? Nos grands empires du Ghana, du Mali, du Songhai, du Monomotopa, de l'Éthiopie, etc. C'est extraordinaire. Et on n'était pas très loin de ce que les autres faisaient. Donc aujourd'hui, il nous faut recoller à notre histoire. Et cette histoire transcende nos frontières. Rien qu'au Moyen-Âge, l'Empire du Mali s'est allé jusqu'à une grande partie du Sénégal. Nous avons été dans l'Empire du Mali. Le Djolof, le Walo, etc., sont venus après. Mais c'était de petits empires en termes de taille par rapport à l'Empire du Mali ou l'Empire du Ghana. C'est un volet culturel extrêmement important qu'il nous faut revisiter pour restaurer notre dignité et de dire, contrairement à ce qu'on nous a dit, nous ne sommes pas des gens, nous ne sommes pas le néant. Nous avons su exister, nous avons dominé le monde pendant longtemps. Les Grecs venaient apprendre la science en Égypte. Et c'est l'Égypte qui a transmis à la Grèce, de la Grèce à Rome, ainsi de suite. Donc nous ne sommes pas ce qu'on veut nous présenter. Et c'est tous ces éléments-là qui font que moi, je me considère comme un Africain du Sénégal. Je dis, quand vous prenez un Américain, il vous dit je suis un Américain du Texas, ou je suis un Américain de la Californie, je suis un Américain de New York. Moi, je rêve d'une situation où je dirais, je suis un Ouest africain, si on parvient à faire de la CEDEAO une fédération, je suis un Ouest africain du Sénégal, un autre sera un Ouest africain de la Côte d'Ivoire. C'est ça le rêve. Et je crois fondamentalement à ça. Et sur le plan politique également, nous travaillons activement depuis 2 ans pratiquement pour la mise en place d'une interafricaine politique. Parce qu'aujourd'hui, toutes les internationales politiques, il n'y en a aucune qui soit africaine. On s'affilie à l'international socialiste, à l'international libéral, etc., etc. Mais je considère que nous avons des défis qui sont africains, strictement africains. Et il faut une organisation politique plurielle, transafricaine, avec des gens qui ont les mêmes idées, les mêmes idéologies et la même vision des choses dans chaque pays africain, que ces gens-là puissent se retrouver autour de quelque chose. On avait lancé cette interafricaine à Niamey il y a quasiment 2 ans, après 1 an et demi. Nous continuons à y travailler on commence à avoir beaucoup d'adhésions des pays anglophones, par exemple, des pays lusophones, le Nigeria, la Guinée-Bissau, ainsi de suite. Les pays francophones, pratiquement, on en a dans beaucoup de pays, pratiquement tous. Et nous allons continuer à travailler avec beaucoup de leaders jusqu'en Afrique du Sud pour réunir les Africains qui ont cette même préoccupation, cette même vision, adossée sur la souveraineté africaine, la libération de nos peuples. Nous allons continuer à y travailler pour, en tout cas, mettre très rapidement en place cette interafricaine, peut-être même dans des délais plus courts que nous le pensions, parce que nous considérons que ce n'est pas des questions qui se règlent isolément dans tel ou tel pays. Évidemment, nous considérons qu'un pays comme le Sénégal, c'est un petit pays par la superficie, la population, mais c'est un grand pays parce que toute l'Afrique et le monde entier nous regardent.
puisque nous avons été un pays relativement stable jusqu'à présent, jamais de coup d'État, avec une cohésion sociale formidable, que des aventuriers politiques inquiets de la perte du pouvoir toute prochaine sont en train d'essayer de mettre en péril. Nous ne l'accepterons pas. C'est ça qui fait l'admiration que beaucoup de gens éprouvent pour le Sénégal. Évidemment, un pays comme ça, s'il parvient à réussir sa révolution, ça fera tache d'huile un peu partout. Si on est les premiers à le réussir, en tout cas, je suis convaincu que ça fera tache d'huile dans tous les pays de la sous-région et nous le souhaitons et c'est pourquoi nous pensons dès à présent à mettre en place cette interafricaine.